Axel Kahn, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes président de la Ligue contre le cancer, vous êtes généticien et vous publiez, vous êtes aussi auteur, vous avez déjà écrit plusieurs livres, mais vous publiez. Et le bien dans tout ça, c'est un essai publié chez Stock. J'y reviendrai tout à l'heure. Le livre sort le 10 mars, c'est-à-dire demain. Axel Kahn, le directeur général de la santé, c'est important, a déclaré sur RTL ce matin qu'il n'était pas question, mais alors pas question, de reconfiner l'Île-de-France. Or, le taux d'incidence du virus dans les départements d'Île-de-France est en augmentation. Est-ce irresponsable? Il a tort. Il a tort pour deux raisons au moins. La première raison, c'est qu'il doit y avoir un conseil de défense et un conseil qui va traiter des problèmes sanitaires demain, je crois, avec des annonces et une conférence de presse du Premier ministre. Et honnêtement, que le directeur général de la santé indique ce qui sera, il risque d'être démenti. Et d'autre part, il a tort parce que cela fait apparaître le deux poids, deux mesures dans les politiques sur le territoire. Et donc, j'aime bien le directeur général de la santé, mais là, incontestablement, il a tort. Il a tort. Pas de confinement en Île-de-France, c'est ce qu'il dit, alors que, parallèlement, on annonce un confinement tous les week-ends à Dunkerque. Y a-t-il deux poids, deux mesures, franchement? Oui, naturellement, il y a deux poids, deux mesures. J'ai toujours dit, on a souvent discuté, vous et moi, de cela, j'ai toujours dit qu'il est normal que les politiques prennent leurs responsabilités, y compris en termes de mesures qui sont justifiées par la situation sanitaire. Cela étant dit, il faut qu'il y ait une cohérence. Vous savez que mon analyse est qu'il y a eu une très importante erreur de fait. L'erreur de fait, c'est que lorsque l'on a essayé de faire baisser la circulation virale avec un certain succès lors du confinement de novembre, on a été obligé d'interrompre le 8 décembre pour permettre à l'activité et à l'économie de Noël et des fêtes de prospérer. Il fallait finir le boulot le 8 janvier, les gens s'y attendaient, il n'y aurait pas eu énormément de protestations et on ne serait plus dans la situation actuelle. La situation actuelle, même si elle n'évolue pas, elle est tout simplement intolérable. Elle est intolérable. On est depuis maintenant 2 mois à plus de 20 000, aujourd'hui plus de 25 000 personnes hospitalisées. Aujourd'hui, les personnes en réanimation augmentent de plus en plus jeunes. En réalité, on sait très bien qu'au-delà de la mortalité, la Covid laisse de très cruelles séquelles dans les corps, y compris dans les corps de personnes qui sont jeunes. Et on accepte de vivre avec un taux de circulation virale qui était jusqu'à il y a peu de temps l'un des plus élevés, peut-être le plus élevé, l'un des plus élevés d'Europe. Je crois que c'est une erreur sanitaire, ça c'est évidemment une erreur sanitaire, et je crois que c'est une erreur politique d'avoir fait cette erreur sanitaire. Erreur politique du président de la République, car c'est lui qui a décidé. Oui, alors là, c'est effectivement une décision du président de la République. Le président de la République a eu une inspiration. Il a perçu qu'il y avait peut-être un créneau, le créneau qui était celui de protéger les Français de ce qu'ils abhorrent, et on les comprend bien, c'est-à-dire le confinement. Et donc, il a décidé de jouer ce coup-là. Je comprends bien. In fine, il s'avère que c'est un mauvais coup. C'est-à-dire que cela fait perdurer les difficultés, et lorsque c'est le président de la Ligue contre le cancer qui vous parle, c'est évidemment terrible pour les personnes malades du cancer, mais également malades d'autres maladies. Vous avez vu qu'en Île-de-France, la situation est tellement tendue que 40% de toutes les opérations viennent d'être déprogrammés pour augmenter l'accueil des personnes en réanimation Covid, qui représente déjà plus de 80% de toutes les personnes en réanimation, de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que, notamment pour les personnes malades du cancer, le coût à payer est considérable et il s'aggrave chaque jour qu'on ne prend pas une décision adaptée à la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souffre du cancer ou si je veux me faire diagnostiquer, je ne le peux pas. Souvent, je ne le peux pas. Vous dites en 2020, 93 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués. 80 à 93 000, voilà, 93 000. absolument. Exactement, 20% de ce que l'on attendait. 20%. Voilà. Et aujourd'hui, oui, on atteint les 93 000, très certainement. Et aujourd'hui, il y a un cumul de toutes les difficultés. Il y a tellement d'infections nosocomiales à l'hôpital, oui. Des personnes malades du cancer ont été contaminées à l'hôpital, il y en a même qui sont morts de la Covid
et non pas de leur cancer à l'hôpital, ça n'est pas extrêmement stimulant pour aller se faire soigner à l'hôpital. Donc cela a accru la défiance pour aller se faire dépister ou soigner à l'hôpital. D'autre part, la déprogrammation, par exemple, en Île-de-France, mais il y en aura ailleurs. C'est exactement pareil dans les Bouches-du-Rhône, c'est pareil dans le Rhône, c'est évidemment pareil dans les Hauts-de-France. Des opérations carcinologiques, des opérations pour cancer, non extra-urgentes, mais quand même, sont repoussées. Et on sait que par mois de retard de n'importe quel type de traitement ou même de diagnostic, car ça équivaut à un retard de traitement, il y a une aggravation du pronostic du cancer considéré de 10%. C'est-à-dire que la facture qui était en partie évitable, cette facture, je le dis avec beaucoup de gravité, est lourde. La facture est lourde. Et le responsable, c'est le président de la République. Ah ben, je vais pas dire cela. Non, mais vous comprenez. Je vais dire que je vous pose la question. Ce créneau que le président de la République a perçu, c'est une faute, c'est une erreur. Selon mon analyse, j'oublie le mot faute. Voilà. Selon mon analyse, il a essayé de jouer ce coup-là. Ce coup, il ne l'a pas gagné. Ce coup, il ne l'a pas gagné. Est-ce qu'il y a aussi une inégalité entre territoires? Je veux dire par là que en Nouvelle-Calédonie, on a décidé d'un confinement très strict. Avec 9 cas de Covid. Avec 9 cas de Covid. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. On a, dans les Hauts-de-France, à Dunkerque, décidé des confinements le week-end. Et en Île-de-France, on ne prend aucune décision coercitive pour l'instant. Plus restrictive. Mais pourquoi? Parce que la maire de Paris a protesté? Alors, ce qui est très embêtant quand on mène, et c'est un peu le sujet de ma réflexion sur le bien dans tout ça. Et le bien dans tout voilà. ça. Ce qui est très difficile. Le bien dans tout ça. Voilà. Ce qui est très difficile, c'est que jamais on ne peut ramener la politique à la poursuite du bien. C'est évident. Autrement, je serais un bisounours complètement ridicule. Ça, c'est évident. Cela étant dit, il y a des règles qui sont importantes. C'est effectivement aux politiques de déterminer, mais pour que les citoyens comprennent et adhèrent, il y faut de la cohérence. Et moi, je veux bien qu'il y ait une différenciation territoriale. Mais si la différenciation territoriale n'est pas basée sur des réalités qui sont objectives, cela semble d'abord incohérent, ensuite injuste, et troisièmement, cela engendre l'incompréhension, la colère. Et en cela, même sans doute d'un point de vue politique, je ne crois pas que ce soit une politique correcte. Vous parliez tout à l'heure d'infection nosocomiale. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous les soignants? Alors, si je ne dis pas oui, c'est que je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de faire en sorte que le maximum de soignants s'immunisent. Mais maintenant, je l'ai expliqué, je l'ai dit et redit. Il y a, d'autant plus que l'on sait aujourd'hui que la vaccination protège également de la contamination, empêche les personnes soignantes de contaminer les personnes malades qui se confient à eux. La vaccination protège de la contamination. Absolument. Enfin, tout ou partie, mais on est on en est certains aujourd'hui. Il y a une responsabilité morale. Vous avez une profession et vous ne faites pas un geste qui non seulement vous protège vous et protège votre capacité de soigner les personnes malades au mieux, mais en plus évite que vous ne contaminiez les personnes malades. Il y a une responsabilité morale. Je m'adresse à ces gens qui sont admirables, dont j'ai vanté les louanges, et il y a un chapitre qui leur est consacré. Le devoir des blouses blanches. Je me rappelle plus le titre du chapitre, mais je parle véritablement de ces infirmières, par exemple, qui sont d'une région épargnée, en Finistère, qui sont allées dans le Grand Est lors du grand confinement. Elles ont fait leur devoir. Et là, je leur dis, écoutez, mesdames, je vous aime, vous êtes formidables. Les médecins sont formidables, qui ont fait la même chose que vous. Mais votre devoir, c'est évidemment de vous protéger, de protéger les personnes malades que vous soignez. C'est votre devoir. Vous aviez lancé ici même un appel au président de la République, je me souviens, pour une coordination mondiale pour une production de vaccins. Est-ce qu'il vous a répondu? Il ne m'a pas répondu, mais l'appel a été entendu. L'appel a été entendu. L'appel a été entendu en au moins 3 occasions. Le président de la République est revenu sur le problème. Il a noté qu'il ne pouvait pas y avoir réellement de lutte contre la Covid au niveau international pour la justice et pour la sécurité, y compris des personnes dans les pays riches, s'il n'y avait pas un souci
d'un accès à la vaccination au niveau mondial. Au moins à 3 reprises, il a repris cela, et donc je suis raisonnablement satisfait. Vous dites « nous vivotons ». Nous vivotons. Est-ce longtemps supportable? Voilà l'erreur qu'il y a, si vous voulez. Oui. C'est que, de toute façon, Oui. se battre contre la Covid, c'est extrêmement embêtant, c'est difficile. Cela étant dit, s'il n'y a pas à un moment donné un plan crédible, cohérent, avec des perspectives claires, alors cela risque de devenir insupportable. Insupportable, je le dis franchement. Et d'ailleurs, là encore, le gouvernement a entendu ce type de critique, puisque Gabriel Attal, je me le rappelle, a dit « Je vais vous donner des perspectives, on va sortir des difficultés au milieu avril ». Sauf qu'il est gentil, Gabriel Attal, je le connais bien et je l'aime bien, mais il a dit n'importe quoi. Personne ne peut dire une chose comme ça. Personne ne peut dire... Certes, pourquoi n'importe quoi? Parce que, honnêtement, que le 15 avril... on pourra retourner au concert, refaire la même vie qu'avant, on y arrivera. Mais est-ce que c'est le 15 avril? C'est pas très, très probable. Donc oui, il faut offrir une perspective, mais qui est basée sur des données qui sont des données de qualité. Autrement, c'est une parole verbale, comme disait l'un de mes anciens maîtres. Est-ce que vous avez rencontré Paulette Guinchard, l'ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées dans le gouvernement Lionel Jospin, et qui a été à l'initiative de l'allocation personnalisée d'autonomie? Je ne l'ai pas reconnue, mais c'était une femme tout à fait remarquable. La semaine dernière, elle est morte en Suisse. Elle a eu recours au suicide assisté que la loi française n'autorise pas. Est-ce qu'on devrait changer la loi, Axel Kahn? Alors, sur ce sujet qui est extrêmement difficile, sur lequel, vous savez, je me suis exprimé. Je sais. Je ne m'exprime plus à l'heure actuelle parce que, au sein de la Ligue et chez les gens qui sont des gens généreux, il y a des gens qui sont pour une évolution et d'autres qui sont totalement contre l'évolution. C'est un sujet très personnel, très individuel, extraordinairement difficile. Et ma position de président national de la Ligue et vous empêche sur ces sujets, je ne m'exprime plus, mais je vous renvoie à ce que j'ai dit, à ce que j'ai écrit dans la vie passée. Pas ici, je n'en parle pas. Ah, un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est vrai. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et dans votre livre, et le bien dans tout ça, vous rappelez que vous avez été réanimateur. Vous avez sauvé des vies, mais vous avez parfois échoué. Réanimateur jusqu'au jour où vous avez rencontré Juliette. Et là, ça a été terminé. Oui, c'est une histoire qui est très intéressante parce que j'en parle à propos du devoir. Oui, à propos du devoir. Pour moi, si on me demandait quel est le message que je désire faire passer aux plus jeunes que moi, à commencer par mes enfants et mes petits-enfants, c'est identifier quel est votre devoir et quand vous l'aurez identifié, alors faites-le, même durement si cela est nécessaire. Eh bien, ce jour-là, j'étais de garde, une garde extrêmement difficile dans un service de réanimation polyvalente. J'avais vraiment travaillé dans des conditions vraiment compliquées jusqu'à 4h30 du matin. Pour la première fois, à 4h30 du matin, je peux m'allonger dans ma chambrette du réanimateur de garde et j'étais à peine endormi. À 5h du matin, on tambourine à ma porte. Docteur Kahn, venez vite. Il y a Juliette dont la tension s'effondre. Et Juliette, je la connaissais bien. Elle avait 3 mois auparavant avalé une bouteille d'eau de Javel pour se donner la mort. C'est effroyable. L'œsophage avait été dissous par le chlore, par l'eau de Javel. Une infection s'était mise dans le médiastin. Il avait fallu ouvrir le sternum pour évacuer. Et en réalité, on savait qu'elle ne pouvait pas survivre. Et une pensée fugace a traversé mon esprit. Si quand même elle était morte d'un coup sec, j'aurais peut-être pu dormir une demi-heure de plus. Et en même temps, dans la foulée, j'ai dit, c'est impossible qu'un réanimateur ait une pensée comme cela. C'est impossible. C'est incompatible avec son devoir. Et j'ai décidé d'arrêter immédiatement, cela fut la dernière garde de réanimation que j'ai prise, d'arrêter immédiatement les réanimations. Autre date, autre moment, vous avez 26 ans. Votre père vous écrit ces mots avant de se donner la mort, « Sois raisonnable et humain ». Est-ce que ces mots ont changé votre vie ? Et est-ce que vous avez compris ce qu'il a voulu vous dire? Ces mots ont totalement changé ma vie. Du moins, l'ont réorienté.
ma vie était bien commencée à 26 ans, l'ont réorienté. Parce que j'ai considéré que ces mots, c'était en quelque sorte, à travers la difficulté de les comprendre, et je vais vous en dire un mot immédiatement, c'était aussi un fil d'Ariane qui convenait que je le tienne très très fermement, et qui, si je le tenais, allait m'éviter de me perdre dans le labyrinthe et éventuellement d'y rencontrer le Minotaure tapis dans l'ombre à un endroit. Et je crois, le Minotaure, c'est le mal absolu. Je crois que cela me l'a évité. Je crois que cela me l'a évité. Et l'interprétation que j'en fais maintenant, longtemps après, la lettre qu'il m'a envoyée, c'est « Tu es, Axel, sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires ». C'est un peu ce que je viens de vous dire à propos du devoir. Mon père, qui savait que j'étais un homme extrêmement entier... Jean Kahn, philosophe. Jean Kahn, philosophe. J'étais un jeune qui considérait qu'il y avait des vies positives, des vies négatives, le bien, le mal. Il m'a dit, écoute Axel, sois humain. Mais l'humanité, elle n'est pas de manière homogène, fulgurante, belle, généreuse. Elle est des fois médiocre, elle est des fois lâche, etc. etc. Aime l'humanité non pas telle que tu aimerais qu'elle fût, aime l'humanité telle qu'elle est. Et puis, vraiment pour agir, sers-toi de ta raison. Et ta raison va te permettre de déterminer ce qu'est ton devoir, ce que tu dois faire. Mais quand tu l'auras déterminé, alors fais-le. Axel, fais ton devoir. Durement, si nécessaire. Et le bien dans tout ça, est-ce qu'il existe le bien, par exemple dans la vie publique? Est-ce qu'il existe le bien, bon, je ne sais pas moi, avec les robots, avec l'intelligence artificielle? Dans le métier des armes, j'en parle beaucoup. Oui, dans le métier des armes. Est-ce que le gène du... Vous êtes généticien, est-ce que le gène du bien existe? Il n'y a pas de gène du bien. Il y a des gènes qui laissent la capacité à l'homme de penser l'idée du bien et du mal. Maintenant, je vais répondre à votre question. Est-ce que le bien existe? C'est très compliqué de dire cela. Mon sentiment et la conclusion de toute une vie, c'est que parfois, quand je parle du métier des armes, la perspective du bien, on voit bien qu'elle n'est pas motrice dans ce que l'on va faire. Cela étant dit, on aperçoit que la persistance de la perspective du bien est ce qui permet de rester humain, est ce qui permet à une vie de rester vivable, de rester envisageable. Un monde dont la perspective du bien, c'est-à-dire du souci de l'autre, a disparu, c'est l'horreur absolue. C'est véritablement l'enfer sur terre. C'est-à-dire, il s'agit de la petite fleurette qui, au plus fort de l'hiver, est là, sous la mousse, et dont on sait que au printemps, elle va pouvoir percer. L'idée du bien, c'est cela. La perspective du bien, c'est cela. Ne jamais perdre de vue, ne jamais évacuer de son esprit que la perspective de l'importance de l'autre et de l'engagement au profit de l'autre est ce qui permet à une vie humaine d'être vivable. De l'autre, des plus fragiles, vous en parlez dans votre premier livre, chef, bien entendu. Premier chef des plus fragiles. Et puis j'ai une dernière question, Axel Kahn. Est-ce que le monde d'après, dont on parle tant, je sais que ça vous exaspère cette expression, le monde d'après... Non, parce que les gens disent n'importe quoi. Même les intellectuels ont des facilités de langage, des fois, vous savez. Sera plus raisonnable et plus humain. Je crains qu'il n'y ait pas une modification considérable de la donne. Je vais vous dire. Mais parce que la perspective du bien persiste, alors il est possible. Alors il est ouvert. Alors il y aura un monde d'après, il y aura une humanité qui trouvera sa voie, on pourra y être heureux, on pourra s'esbaudir de la beauté, on pourra voir les yeux du partenaire, de la partenaire briller d'amour, et donc le monde d'après pourra être beau si on veut qu'il soit beau, c'est-à-dire si on garde la perspective de la beauté de l'esprit et du bien en tête. Merci Axel Kahn. Et le bien dans tout ça, c'est un essai à lire. Hein. Je l'ai lu hier, c'est vraiment à lire. Chez Stock. Merci RMC et BFM TV, il est 8h53.